La mort rouge avait pendant longtemps dépeuplé la contrée. Jamais peste ne fut si fatale, si horrible. Son avatar, c'était le sang, la rougeur et la hideur du sang. Mais le prince Prospero était heureux. Quand ses domaines furent à moitié dépeuplés, il convoqua 1 millier d'amis vigoureux et se fit avec eux une retraite profonde dans une de ses abbayes fortifiées. C'était un vaste et magnifique bâtiment, une création du prince, d'un goût excentrique. Les courtisans, une fois entrés, résolurent de se barricader contre les impulsions soudaines du désespoir extérieur. Dans l'abbaye, le prince avait pourvu à tous les moyens de plaisir. Il y avait des bouffons, des danseurs, des musiciens. Il y avait le beau sous toutes ses formes. En dedans, il y avait toutes ces belles choses. Au dehors, la mort rouge. Ce fut vers la fin du 6e mois de sa retraite et pendant que le fléau sévissait au dehors avec le plus de rage, que le prince Prospero gratifia ses amis d'un bal masqué de la plus insolite magnificence. Tableau voluptueux que cette mascarade. Mais d'abord, laissez-moi vous décrire celle qui, dans la salle de velours, s'élevait contre le mur de l'ouest, une gigantesque horloge d'ébène. Son pendule se balançait avec un tic-tac sourd, lourd, monotone. Et quand l'aiguille des minutes avait fait le circuit du cadran et que l'heure allait sonner, il s'élevait des poumons d'airain de la machine un son clair, éclatant, profond, mais d'une note si particulière et d'une énergie telle que les musiciens de l'orchestre étaient contraints d'interrompre un instant leurs accords. Un trouble momentané courait alors dans toute la joyeuse compagnie, et tant que vibrait le carillon, on remarquait que les plus fous devenaient pâles, et que les plus âgés passaient leurs mains sur leur front comme dans une rêverie délirante. Mais quand l'écho s'était tout à fait évanoui, une légère hilarité circulait par toute l'assemblée. Les musiciens s'entre-regardaient et se juraient tout bas, les uns aux autres, que la prochaine sonnerie ne produirait pas en eux la même émotion. Et puis, après la fuite des 60 minutes de l'heure disparue, arrivait une nouvelle sonnerie de la fatale horloge. Et c'était le même trouble, le même frisson. Mais en dépit de tout cela, c'était une joyeuse et magnifique orgie. C'était éblouissant, étincelant. Il y avait du beau, du licencieux, du bizarre en quantité. Bref, c'était comme une multitude de rêves qui se pavanaient çà et là. Et de temps en temps, on entendait sonner l'horloge d'ébène de la salle de velours. Et alors, pour un moment, tout s'arrête. Tout se tait, excepté la voix de l'horloge. Les rêves sont glacés, paralysés dans leur posture. Ce fut peut-être pour cela que plusieurs personnes parmi cette foule, avant que les derniers échos du dernier coup fussent noyés dans le silence, avaient eu le temps de s'apercevoir de la présence d'un masque, qui jusque-là n'avait aucunement attiré l'attention. Et, la nouvelle de cette intrusion s'étant répandue en un chuchotement à la ronde, il s'éleva de toute l'assemblée un bourdonnement, un murmure d'étonnement, plus finalement de terreur, d'horreur et de dégoût. Dans une réunion de fantômes telle que je l'ai décrite, il fallait sans doute une apparition bien extraordinaire pour causer une telle sensation. Le personnage était grand et décharné, et enveloppé d'un suaire de la tête aux pieds. Et le masque, qui cachait si bien le visage, avait été jusqu'à adopter le type de la mort rouge. Les traits de sa face étaient aspergés de l'épouvantable écarlate. Quand les yeux du prince Prospero tombèrent sur cette figure de spectre, on le vit d'abord convulsé par un violent frisson de terreur ou de dégoût. Mais une seconde après, son front s'empourpra de rage. Qui ose nous insulter par cette ironie blasphématoire ? Emparez-vous de lui et démasquez-le, que nous sachions qui nous aurons à pendre au lever du soleil. D'abord, pendant qu'il parlait, il y eut parmi le groupe un léger mouvement dans la direction de l'intrus. Mais par suite d'une certaine terreur indéfinissable que l'audace insensée du masque avait inspirée à toute la société, il ne se trouva personne pour lui mettre la main dessus, si bien que ne trouvant aucun obstacle, il passa à 2 pas de la personne du prince. Et pendant que l'assemblée, comme obéissant à un seul mouvement reculait, le prince Prospero, exaspéré par la rage et la honte de sa lâcheté d'une minute, s'élança précipitamment vers le masque. Il brandissait un poignard nu et s'était approché du fantôme, quand ce dernier, arrivé à l'extrémité de la salle de velours, se retourna brusquement et fit face à celui qui le poursuivait. Un cri aigu partit. Le poignard glissa sur le tapis funèbre où le prince Prospero tombait mort une seconde après.
Alors, invoquant le courage violent du désespoir, une foule de masses se précipita dans la chambre noire. Et saisissant l'inconnu qui se tenait droit et immobile dans l'ombre de l'horloge d'ébène, ils se sentirent suffoqués par une terreur sans nom, en voyant que sous le linceul et le masque cadavreux qu'ils avaient empoignés avec une si violente énergie, ne logeait aucune forme palpable. On reconnut alors la présence de la mort rouge. Elle était venue comme un voleur de nuit. Et tous les convives tombèrent un à un dans les salles de l'orgie, inondés d'une rosée sanglante. Et chacun mourut dans la posture désespérée de sa chute. Et la vie de l'horloge d'ébène disparut avec celle du dernier de ces êtres joyeux. Et les ténèbres, et la ruine, et la mort rouge établirent sur toute chose leur empire illimité. Alors, la nouvelle fantastique que nous venons de lire ensemble, Le masque de la mort rouge d'Edgar Allan Poe, est une histoire sombre et inquiétante sur un prince qui pense avec arrogance qu'il peut défier la mort en utilisant sa richesse et son pouvoir pour se protéger et pour protéger les nobles de son royaume. Alors, est-ce que vous avez une idée du thème principal? Bertie, tourne-toi, Bertie. Après, nous étudierons les symboles récurrents. Alors, quelqu'un a une idée du thème? Arrête, Mas, tu crois que ça me fait peur? Je ne suis pas Emma, Bertie. Je suis la mort rouge et je suis venue te chercher. Madame Ogmer, aidez-moi! Ils sont complètement cinglés! Alors, quelqu'un a une idée du thème? Alors, tout demain, on peut terminer la recherche du thème. Bonne journée! Ça va? Je suis restée sur le quai. Frère est monté dans le train. Un instant plus tard, il est apparu à la fenêtre et m'a lancé un long regard triste. Lorsque le train s'est ébranlé, je l'ai vu qu'il s'éloignait petit à petit. Sa silhouette rétrécissait. Emporté dans son wagon, il se mit à rétrécir de plus en plus jusqu'à n'être qu'un point. Un point qui s'est finalement évanoui dans le lointain. J'ai tourné les talons. Mais à ce moment-là, j'ai entendu
juste à côté de moi, le sifflement de la locomotive. Et je me suis rendu compte que le train n'était pas parti, qu'il n'avait absolument pas bougé, que le rétrécissement de mon frère n'était pas une illusion d'optique. Je me suis approchée de la fenêtre du compartiment et j'ai passé la tête à l'intérieur. Une dame qui était assise là m'a demandé si par hasard je cherchais le garçon qui avait rétréci, celui qui avait disparu dans le cendrier mural. En écrasant ses cigarettes, elle l'avait vu dedans, tout recroquevillé. Elle l'avait vu dedans, tout recroquevillé. Tout recroquevillé. Elle l'avait vu dedans, tout recroquevillé. Ouais, ça va pas trop en fait. Je suis restée sur le quai, mon frère est monté dans le train. Un instant plus tard, il est apparu à la fenêtre et m'a lancé un long regard triste. Lorsque le train s'est ébranlé, je l'ai vu qu'il s'éloignait petit à petit. Sa silhouette rétrécissait. Emporté dans son wagon, il se mit à rétrécir de plus en plus jusqu'à n'être qu'un point. Un point qui s'est finalement évanoui dans la lointain. J'ai tourné les talons. Mais à ce moment-là, j'ai entendu, juste à côté de moi, le sifflement de la locomotive du compartiment et je me suis rendu compte que la train n'était pas partie. Une dame qui était assise là m'a demandé si par hasard je cherchais le rétrécissement de mon frère, celui qui avait disparu dans le cendrier mural. Excusez-moi. Excusez-moi. Madame la magicienne. Madame? C'est à quel... Vous ne voyez pas que je suis occupée? Pardon, excusez-moi, Excusez-nous de... Oui, excusez-nous de... C'est à quel sujet? Ma sœur, il y a 10 minutes, vous avez eu l'amabilité de l'acier. La mienne aussi d'ailleurs. Et la mienne. Exact. Vous attendez quelque chose? Non, mais ma sœur. La mienne. Pareil. Oui, vous l'avez coupée en deux. Ça, vous l'avez déjà dit. C'est qu'elle est toujours coupée. Elles sont toujours coupées. Toujours pareil. Bah oui, mais je vois pas où est le problème. Je voulais juste vous demander, on ne prétend pas s'y connaître en magie, mais quand avez-vous l'intention de les recoller? Pardon? Je veux dire, quand recollez-vous les 2 morceaux de ma sœur? Et de la mienne. Toujours pareil. Je ne recolle rien du tout. Vous me prenez pour un menuisier? Tout de même. Quoi? Vous ne comptez donc pas recoller les 2 morceaux de ma sœur? Bien sûr que non. Mais comment voulez-vous qu'elle vive en 2 morceaux séparés? Je ne sais pas, moi. Vous voyez ça avec un médecin. Je suis magicienne, moi. C'est quoi votre tour en fait? Il n'y a pas de tour, monsieur. Mais couper ma sœur en 2, ça, moi aussi je peux le faire. Ça sert à rien, elle l'a déjà fait. Bertie? Ah, Jules, enfin quelque chose de normal. Bertie, nous étions dans une impasse avec Laura. Pourrais-tu nous venir en aide? Laura? Laura? Ah, tu m'as fait peur, t'étais où? J'ai toujours été là. Nous sommes dans une impasse, donc... Jules prétend que quand on entend sonner à la porte, c'est qu'il y a quelqu'un qui sonne pour qu'on lui ouvre. Mais ce n'est pas toujours vrai, n'est-ce pas? La plupart du temps, si. Moi, quand je vais chez quelqu'un, je sonne pour entrer. Je pense que tout le monde fait pareil et que chaque fois qu'on sonne, c'est qu'il y a quelqu'un. Cela est vrai en théorie, mais dans la réalité, les choses se passent autrement. Tu as bien vu tout à l'heure. Bertie? Eh bien, je vais aller voir. Tu ne diras pas que je suis entêtée, mais tu verras qu'il n'y a personne. Ah, ces hommes qui veulent toujours avoir raison et qui ont tort. L'expérience nous apprendra que dès qu'on entend sonner à la porte, c'est qu'il n'y a jamais personne. Ce n'est pas sûr. Mais enfin, Violette, qu'est-ce que tu fais? Tu vas être en retard au collège. Moi, je ne t'y amène pas. J'ai une réunion de prévue avec mon supérieur, alors hors de question pour moi d'arriver en retard. Mais qu'est-ce que tu vas nous regarder comme ça? Tu as fait un vilain rêve ou alors t'es mal réveillée? Zoé, pourquoi tu portes les vêtements de ma mère? Ouh, ça va pas fort. Tu n'aurais pas un peu de fièvre, toi? Mais, et comment tu m'as appelée Zoé?
C'est pas une de tes camarades, ça, Zoé? C'est quoi ce délire? Et ton masque? Tu l'as mis où ton masque? Tu dors sans maintenant? Bah évidemment que je dors sans mon masque. Allez William, enlève le costume de mon père. J'aime plus cette blague, ça me fait plus rire. Et dépêche-toi de manger, je te dis qu'on va être à la bourre. Bon, j'en ai assez de te voir comme ça. Madame Boulanger, qu'est-ce que vous faites là? Tu vois ta sœur, elle est presque prête, elle. Alors j'aimerais bien que tu passes la seconde. Sinon, je me lave à ta place. Mais ça veut rien dire. Je suis désolée, j'avais plus mon dentifrice. Alors je t'ai piqué le tien. J'ai rien compris. C'est pas vous qui nous dites d'articuler quand on est en atelier théâtre? Très bien, tu l'auras voulu. Je me douche à ta place. Voici, selon un document de la fin du XVIIe siècle, les mesures qu'il fallait prendre quand la peste se déclarait dans une ville. D'abord, un strict quadrillage spatial, fermeture bien entendu de la ville et interdiction d'en sortir, sous peine de la vie, mise à mort par les animaux errants. Chaque rue est placée sous le conseil d'un syndic. Le syndic vient lui-même fermer la porte de chaque maison de l'extérieur. L'inspection fonctionne sans cesse. Le regard partout est en éveil. Aux portes de la ville, des postes de surveillance. Au bout de chaque rue, des sentinelles. Tous les jours, l'intendant visite le quartier dont il a la charge, s'enquiert si les syndics s'acquittent de leurs tâches, si les habitants ont à s'en plaindre et surveille leurs actions. Tous les jours aussi, le syndic passe dans la rue dont il est le responsable, s'arrête devant chaque maison, fait placer les habitants aux fenêtres, appelle chacun par son nom, s'informe de l'état de tous, un par un. Chacun enfermé dans sa cage, chacun à sa fenêtre, répondant à son nom et se montrant quand on lui demande. C'est la grande revue des vivants et des morts. Cet espace clos, découpé, surveillant en tous ses points, où chaque individu est inséré à une place fixe, où les moindres mouvements sont contrôlés, où chaque événement est enregistré, où chaque individu est constamment repéré, examiné et distribué entre les vivants, les malades et les morts. Tout cela constitue un modèle compact. On le fait brûler après avoir bouché avec soin 5 ou 6 jours après le début de la quarantaine, on procède à la purification des veines. Finalement, on ferme la maison tout on fait sortir tous les habitants dans chaque pièce 4 heures et après, du les parfum. habitants peuvent rentrer chez eux. Marc, mais qui êtes-vous alors? Que faites-vous ici? Qu'avez-vous fait de Marc? Qui est le traître? Quel temps fera-t-il demain? Voilà, c'est
c'est carrément trop long. T'es malade ou quoi? Caramba, comment voulez-vous que je réponde à toutes les questionnasses? Ça fait un peu trop, hein. Et toi, tu peux abandonner ton accent, mon vieux. On ne joue plus là. Et pas trop près, s'il te plaît. Ah, ok. Qu'est-ce que c'est que cette série interminable de questions? On va faire plus court. Choisis-en une seule, ça suffira. Et parle plus fort, on n'entend rien sous le masque. Merde! Marc, tu n'as pas que le théâtre peut être une chronique compatible. Ce sont les répétitions d'une pièce de théâtre en intégrant les gestes barrières à la mise en scène. Cela demande une certaine dextérité et nous sommes des professionnels. Le masque! Le commis des parvenus, le masque! Quel temps fera-t-il demain? On piétine, les enfants, piétine! On s'en irait ferme qu'on ne serait pas loin de la vérité! Sors-nous la question la plus logique! Je sais pas, moi! Que faites-vous là? Mais c'est bidon. Ah, parfait. Pour celle-là, j'ai une réponse. Bidon? Dis donc, tu tiens à te retrouver au chômage en ce moment? Bon, on est reparti. Marc! Il faut se concentrer sur le texte. La puissance du texte. La vérité sort toujours de la plume des grands auteurs. Et l'auteur, c'est moi. Ma petite colombe. On s'écarte! Et plus fort, on n'entend rien là! Voici ma petite colombe, la rasonne de ma venue. Et là, elle est sortie me sauter dessus et me prendre l'arme des mains. Improvise, je sais pas moi. Lance-la! Que je lance? Mais oui! On enchaîne! De tout temps, l'art a su dépasser les contraintes, se saisir même de ces contraintes pour les sublimer. Nous vivons une scène de violence inouïe. Voyez, cependant, avec quelle délicatesse elle se saisit de l'arme. Donc là, je le relance, j'imagine, parce qu'il est censé me la reprendre des mains. Quel suspense! C'est complètement fou! Faire d'une scène d'action une scène de doute absolu. Quoi de plus fidèle en ces temps incertains? Le théâtre doit toujours se plier à la contingence. Le rapprochement! Magnifique. On ne comprend rien. On va avoir un Molière. Dis Zoé, qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui? Ce n'est pas la peine, on ne me croirait pas. Nous n'allons pas mettre en doute ta bonne foi. Eh bien, aujourd'hui, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Une chose incroyable. Dis-nous vite. On va s'amuser. Enfin. Eh bien, aujourd'hui, en allant au marché pour acheter des légumes de plus en plus chers... Qu'est-ce qu'on va devenir? Il ne faut pas interrompre. J'ai vu sur la rue à côté d'un café fermé un monsieur convenablement vêtu, âgé d'une 50aine d'années, même pas. Qui quoi? Il ne faut pas interrompre, tu es dégoûtant. Mais c'est toi qui as interrompu la première. Chut! Qu'est-ce qu'il faisait, le monsieur?
Eh bien, vous allez dire que j'invente. Il avait mis un genou par terre et se tenait penché. Oh, pas possible. Si, penché. Je me suis approchée de lui pour voir ce qu'il faisait. Eh bien, il nouait les lacets de sa chaussure qui s'était défait. fantastique. Si ce n'était pas vous, je vous croirais pas. Salut. Salut. C'est très étrange ce qui se passe. Je sors à peine dans un truc complètement fou. J'étais en classe et soudainement tout partait en vrille. Et à chaque fois que je pensais me réveiller, j'étais dans un autre rêve et ça ne s'arrêtait jamais. J'étais tous là, mais c'était trop bizarre. C'est dingue, j'ai l'impression d'avoir fait le même songe. Tout ce que tu dis, je l'ai vécu. Et il y avait même Madame Boulanger, c'était ma sœur. Tu te fous de moi en fait. Non, je te jure, c'est la vérité. Comme si mes rêves s'emboîtaient dans d'autres rêves. Et tout ça jusqu'à la fin des temps. Ok, je crois que j'ai compris. Je suis encore en train de rêver. Toi, tu fais partie de celui-là. Non, tu ne rêves plus, je te jure. Et moi, je suis bien réelle. Prouve-le-moi. Mais t'es dingue, tu fais quoi? Alors, tu l'as senti? Mais carrément que je l'ai senti. Donc, ça prouve qu'on ne rêve plus. Mais ouais, t'as raison. Bertie? Ouais? Surtout, ne te retourne pas. Pourquoi? Pour rien, ne te retourne pas, c'est tout. Ok, je crois que j'ai compris. Quoi donc? Je sais pourquoi tu me demandes de ne pas me retourner et je t'invite à faire pareil. Ah, moi aussi. Allez, venez, grouillez-vous, ça va sonner.